Des échanges et débats concernant les termes de la loi qui devront être appliqués par les médias audiovisuels au cours de la campagne électorale ont eu lieu ce jour au siège de la CENI à Nansan, le but étant d'aboutir à une élection apaisée, transparente et acceptée par tous. Les examens du BEPC ont débuté ce jour. Cette année, le nombre de candidats dans toute la grande île atteint les 347 946. 7 ans de prison, condamnation très sévère des autorités birmanes à l'encontre des 2 journalistes de Reuters. Ils sont accusés d'atteinte au secret d'État. Bonjour à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, des échanges et débats concernant les termes de la loi qui devront être appliqués par les médias audiovisuels au cours de la campagne électorale ont eu lieu ce jour au siège de la CENI à Nansan, le but étant d'aboutir à une élection apaisée, transparente et acceptée par tous. Les détails dans ce reportage de Gaëtan Andrianslav. Des termes du code électoral ont été portés à la connaissance des acteurs des médias audiovisuels et développés ce jour dans l'article 57 de la loi organique numéro 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums, dispose de 10 points que les médias audiovisuels vont devoir respecter au cours de la campagne électorale, à l'exemple du respect de l'unité nationale et de l'esprit du Fiavan Malagas, de la neutralité de l'administration, de l'impartialité des services publics de la communication audiovisuelle, de la neutralité des lieux de culte et autres. L'équité et l'impartialité du service public de la communication audiovisuelle assurée par les services de radiodiffusion et de télévision publique et les entreprises de radio et de télévision privées ont été l'un des points abordés au cours du débat qui a eu lieu ce jour au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Qu'est-ce que le respect de l'équité? Pour le secteur privé, il s'agit de respecter les règles d'équité et l'équilibre, mais pour le secteur public, il s'agit de respecter l'équité et le respect de l'égalité au niveau du temps de parole et du temps d'antenne. L'utilisation de biens appartenant à l'État au cours de la campagne électorale a également été un point abordé au cours du débat. Les termes de l'article 61 de cette loi organique sont clairs à ce propos. D'autre part, il est également interdit d'utiliser l'influence des religieux. Il est interdit de faire de la propagande dans un lieu de culte, quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'une église ou d'un lieu loué particulièrement pour effectuer un culte. Aujourd'hui, des échanges et des débats ont été organisés à Nansan, au siège de la CENI, une discussion qui a porté sur les termes de la loi organique relative aux élections qui s'appliqueront aux médias audiovisuels au cours de la campagne électorale afin de mettre en place une élection présidentielle apaisée et transparente. L'élection présidentielle devrait être transparente. Les candidats et leurs partisans devraient avoir une éthique politique afin que la présidentielle soit démocratique. Un comité paritaire pour la charte de ce fait a été créé afin de faire la promotion et le suivi d'une charte de bonne conduite et d'intégrité des candidats pour une élection présidentielle apaisée. Reportage de Faizo Rafal. La charte de bonne conduite et d'intégrité des candidats pour une élection présidentielle apaisée a été créée afin d'éviter toute crise post-électorale en incitant les candidats et leurs partisans à s'engager, à œuvrer au bon déroulement de l'ensemble du processus électoral et à rejeter toute initiative visant à le perturber ou à le bloquer. Cette charte va être présentée aux candidats à la présidentielle et sera encore améliorée selon les explications. Toutefois, les candidats ne sont pas obligés d'adhérer à cette charte, toujours d'après les explications d'un responsable.
Le contenu de cette charte n'a pas encore été publié car ce texte sera encore présenté aux candidats et amélioré par la suite. Mais dès que cette charte sera au point, son contenu sera rendu public. L'objectif de cette charte est la mise en place d'une élection apaisée et le profil principal réclamé d'un candidat à l'élection présidentielle est le respect de la loi. Cette charte est faite dans l'intérêt de la Grande Île. Aucune loi ne prévoit l'application de cette charte. Cependant, un suivi de l'application des termes de ce document va être fait. D'autre part, les mesures qui s'appliqueront à ceux qui ne se conforment pas à cette charte n'ont pas encore été décidées. Ce n'est pas un code, donc ce n'est pas obligatoire, mais ce sera aux électeurs de trancher. Par contre, nous allons faire un suivi de l'application de cette charte pour tous ceux qui vont décider de le signer. Nous regrouperons d'abord les preuves pour ceux qui passeront outre les termes de cette charte. Ensuite, nous communiquerons les détails au public. Cette charte tient compte notamment des comportements positifs que le candidat, bien intentionné, devrait adopter ou de ceux négatifs dont il devrait s'interdire avant, pendant et après le scrutin pour une élection démocratique. Un comité paritaire pour la charte a été créé pour faire la promotion et le suivi d'une charte de bonne conduite et d'intégrité des candidats. Ce comité sera composé de diverses branches de l'institution publique, à l'instar du Conseil du Fin-Pied Vanana Malagasy, de la Commission électorale nationale indépendante, de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, du Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit, du Comité pour la sauvegarde de l'intégrité, du Bureau indépendant anticorruption et du service de renseignement financier ou SAMUFIN, ainsi que de diverses branches de la société civile, telles que le projet FINDU, l'ONG Tultsu, Transparency International, Initiative Madagascar, Justice et Paix ou encore le mouvement de la société civile au Rui. La branche du parti Malagasy Miramieng dans le district de Vatumanj a été officiellement mise en place samedi dernier. Cette branche est de suite opérationnelle et prête à faire la promotion des principes de ce parti, à l'exemple de la mise en place d'une véritable décentralisation, l'application d'un développement à la base et l'établissement d'un état de droit. Le représentant de cette branche de Vatumanj a également fait part du renforcement des différentes stratégies pour soutenir le candidat Andrazuil pour l'élection présidentielle. Mais également dans l'actualité de ce jour, jusqu'en 2020, tous les matériaux et équipements utilisant du mercure qui portent atteinte à l'environnement vont être peu à peu interdits. Cette décision s'appliquera en premier lieu aux hôpitaux de la commune urbaine d'Antananarivo par le biais du projet UPOPS. Reportage. Les équipements qui vont servir à diminuer petit à petit l'utilisation de mercure et des gaz affectant l'environnement ont été présentés officiellement aujourd'hui à la Chiera par le biais du projet UPOPS, réalisé grâce à la collaboration du ministère de l'Environnement, du Fonds pour l'environnement mondial, ou FEM, et du ministère de la Santé. Des matériels de soins sans mercure, à l'exemple de tensiomètres, de thermomètres, des matériels pour brûler les ordures, les déchets et autres, d'une valeur totale de près de 325 000 $ provenant du FEM et du PNUD. La diminution de l'utilisation de mercure est un avantage considérable pour la population, notamment en matière de santé et dans le domaine de l'environnement. Le mercure est l'un des métaux les plus lourds et neurotoxiques dans le monde. Il est présent dans de nombreux instruments médicaux, ici à Madagascar et dans de nombreux autres pays. Parallèlement, les émissions de polluants organiques persistants, issus des déchets médicaux, sont en croissance rapide à Madagascar. Une exposition durable et de faible intensité à ces polluants peut nuire gravement à la santé car ils sont très cancérigènes. Une gestion et élimination non appropriée des instruments et équipements médicaux contribue non seulement à la présence de mercure dans l'environnement, mais aussi expose les professionnels de santé au risque de santé. Face à ces risques, Madagascar, dans le cadre des conventions de Stockholm sur les polluants organiques persistants et de Minamata sur le mercure, s'est engagé à prendre les mesures nécessaires pour réduire les rejets de polluants organiques persistants et de mercure. Cela afin de protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes de cette substance ou de ses composés. Jusqu'à ce jour, le projet UPOPS est appliqué dans 4 pays,
le Ghana, la Tanzanie, la Zambie et Madagascar. L'objectif étant la suppression progressive de l'utilisation de tout matériel avec mercure jusqu'en 2020. Et avant de passer aux actualités internationales, les examens du BEPC ont débuté ce jour. Cette année, le nombre de candidats dans toute la grande île a atteint les 347 946. Et aujourd'hui, ces derniers ont eu à passer les épreuves de Malagasy et de SVT. Reportage de Henri Florian. Les examens du BEPC ont débuté aujourd'hui. Au total, dans tout Madagascar, pour cette année scolaire, le nombre de candidats inscrits à cet examen a atteint les 347 946, dont 171 715 inscrits en option A et 176 231 en option B. D'autre part, 29 d'entre eux souffrent d'un handicap. Ces candidats ont été éparpillés dans 1032 centres d'examen aux quatre coins de la grande île, formés en tout par 8858 salles. Le plus jeune candidat est âgé de 9 ans et le plus vieux de 60 ans. Ce matin, 6 candidats ont passé l'épreuve de Malagasy, suivie par celui de la science de la vie et de la terre au cours de l'après-midi. Au lycée moderne d'Ampeflou et au lycée technique commercial, les épreuves se sont généralement déroulées sans problème, malgré le fait que certains aient oublié ou perdu leur convocation. Au lycée moderne Ampeflou, généralement, le premier jour de l'examen s'est déroulé sans problème, mais il est vrai que comme ces candidats sont encore très jeunes, certains ont oublié leur convocation, d'autres les ont perdus. Nous avons essayé de trouver une solution à ce problème. Comme nous avons les dossiers de ces candidats avec leurs photos, nous avons pu leur procurer des duplicata. Outre cela, au lycée moderne d'Ampeflou, il n'y a eu aucun souci au niveau du nombre de surveillants par classe. Toutefois, le nombre de candidats absents dans ce centre d'examen a atteint les 6%. Que ce soit ici, au LMA ou au sous-centre du LTC, il y a au moins eu 2 surveillants par salle dans les 97 salles d'examen. D'autre part, près de 6% des candidats dans ce centre d'examen ne se sont pas présentés. Si ces candidats ont eu à passer les épreuves de Malagasy et de SVT ce jour, demain, ils auront à faire face à l'épreuve de mathématiques dans la matinée et du français au cours de l'après-midi. Et place maintenant aux actualités internationales. 7 ans de prison, condamnation très sévère des autorités birmanes à l'encontre des 2 journalistes de Reuters. Ils sont accusés d'atteinte au secret d'État. Reportage de France 24. Sortis du tribunal, Walloon et Chusou sont escortés jusqu'au fourgon de police. Les 2 journalistes de l'agence de presse Reuters retournent en détention. Ils viennent d'écoper de 7 ans de prison. Avant d'être emmenés, les 2 hommes adressent quelques mots aux journalistes. Nous avons été injustement accusés. Nous avons été reconnus coupables d'avoir enfreint la loi sur le secret d'État. Nous n'avons rien fait de mal à notre nation. Nous n'avons commis aucun crime. Walloon dit ne pas avoir peur, mais les familles des 2 hommes, elles, sont effondrées. On ne s'attendait pas à ça parce qu'ils n'ont rien fait de mal. Je suis venu en pensant qu'il allait être libéré, mais là, je suis très déçu par ce verdict. Les 2 journalistes enquêtaient sur un massacre de Rohingyas commis par l'armée birmane dans l'état de Rakhine, au nord-ouest du pays. Un membre des services de sécurité leur avait remis des documents classifiés. Mais un policier venu témoigner lors du procès a avoué qu'il s'agissait d'un piège tendu aux 2 reporters. Et l'armée birmane avait elle-même reconnu l'exécution de musulmans rohingyas par des soldats et des villageois bouddhistes. 7 militaires ont été condamnés à 10 ans de prison pour ce massacre. Notre ligne de défense est qu'ils ont été piégés, mais le juge n'a pas accepté cette explication. Reuters ainsi que plusieurs organisations de défense de la liberté de la presse n'ont cessé de réclamer la libération de Walloon et Chusou, détenus depuis le 12 décembre dernier. Plusieurs diplomates étrangers ont également suivi ce procès. L'un d'eux évoque les conséquences politiques pour le régime birman. Ce verdict constitue un revers pour la liberté d'expression et la liberté de la presse en Birmanie. Donc oui, cela affectera probablement la manière dont les autres nations vont percevoir le pays. L'affaire touche un point sensible pour les autorités birmanes. Une mission d'enquête mandatée par l'ONU évoque les intentions génocidaires de l'armée contre la minorité musulmane.
et appelle à traduire en justice le plus haut gradé du pays. Et une tragédie, c'est ainsi que le président brésilien qualifie le gigantesque incendie qui a ravagé le musée national de Rio la nuit dernière. Plus de 20 millions de pièces de valeur ont été bel et bien parties en fumée. Reportage. C'était l'institution scientifique la plus célèbre et la plus ancienne du Brésil. Pour l'instant, aucune piste quant à l'origine du feu. Ce que l'on sait, c'est qu'il a pris hier soir, dans la nuit du dimanche, et que les pompiers ont tout de suite été appelés sur place et qu'ils n'ont pu éteindre les dernières flammes que très tôt ce matin. 20 millions d'œuvres étaient présentes dans ce lieu de l'histoire brésilienne. Vous l'avez dit, des documents de l'époque impériale très importants, une collection de minerais également. Et parmi les œuvres les plus célèbres, eh bien, il y avait par exemple un squelette de dinosaure découvert dans un état de Rio de Janeiro et le fossile humain le plus célèbre de l'histoire brésilienne, rebaptisé Luzia. Le musée était rattaché à l'université de Rio, alors forcément cela a ému de nombreux étudiants carioca qui se sont rendus sur place en pleurs hier soir, voir disparaître un lieu de leur apprentissage qui avait été fermé au public il y a peu de temps, entre 1000 et 2000 touristes curieux ou étudiants s'y rendaient, mais il avait été fermé pour cause de financement. Vous savez, l'État de Rio qui passe par une crise financière, une faillite importante et qui n'a plus les moyens d'entretenir ces lieux culturels. La police a évidemment ouvert une enquête. Le cas sera suivi par la section d'enquête et de répression des crimes ambientaux et de patrimoine historique pour déterminer si le feu était accidentel ou criminel. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Des échanges et débats concernant les termes de la loi qui devront être appliqués par les médias audiovisuels au cours de la campagne électorale ont eu lieu ce jour au siège de la CENI à Nansan. Les examens du BEPC ont débuté ce jour. Cette année, le nombre de candidats dans toute la grande île a atteint les 347 946. Et enfin, 7 ans de prison, condamnation très sévère des autorités birmanes à l'encontre des 2 journalistes de Reuters. Ils sont accusés d'atteinte au secret d'État. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente fin de soirée en compagnie de Cool TV.